Bonjour, M. Laverdure. Bienvenue aux grandes entrevues sur le leadership. C'est un honneur de vous recevoir ici, compte tenu de votre feuille de route extrêmement impressionnante. Écoutez, vous êtes rentré au service extérieur en 1965. Donc, vous êtes un diplomate de carrière. Vous n'avez pas été nommé diplomate par récompense politique. Comment on chemine dans cette carrière diplomatique? Comment on peut s'affirmer suffisamment pour grimper les échelons? Quelle qualité que ça prend? Je vous dirais d'abord et avant tout, ça prend beaucoup de chance. Ah oui? Être au bon endroit, au bon moment. Avoir, sans qu'on puisse le déterminer au départ, avoir la personnalité qu'il faut, avoir la capacité d'adaptation. On est recruté, soi-disant, par un jury qui va essayer de déterminer si vous avez le jugement qu'il faut, l'intelligence, etc., la capacité d'analyse. Mais il y a beaucoup de facteurs personnels qui jouent et qui font que, ou bien vous aurez la chance de grimper les échelons et d'obtenir des postes de plus en plus intéressants, ou bien vous risquez peut-être de stagner. Il faut donc être au bon endroit. Certains copains me disaient à une certaine époque que je choisissais mal mes affectations. Quand je suis allé, par exemple, en Haïti, certains m'ont dit « tu vas perdre ton temps, c'est pas un pays important pour le Canada, etc., etc. » Mais je suis arrivé au moment du départ de Duvalier, j'ai eu 3 coups d'État, ce qui fait que M. Mulroney m'a très bien connu, et les journalistes aussi. Et après ça, pour me récompenser, M. Mulroney m'a nommé au Rwanda, au Burundi, au Zaïre, où là aussi j'ai eu plein de crises. Oui. Oui, certains de mes collègues auraient peut-être refusé ces offres-là et auraient dit, ben moi je préférerais aller dans un pays comme, je sais pas, le Portugal ou les Pays-Bas. Mais il n'y a pas de crise là. C'est pas là qu'on se fait nécessairement connaître. On a pris une décision, Jean Chrétien a pris une décision extrêmement importante dans la politique étrangère canadienne, c'est de refuser d'aller en Irak. Et vous étiez à ce moment-là, si je ne m'abuse, conseiller diplomatique du premier ministre. Alors, cette décision-là, c'est pris comment concrètement? Qui est intervenu? Qui vous avez consulté? Bon, je pense que c'est un exemple qui est excellent, puis en même temps qui est exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Heureusement, on n'a pas à prendre ces décisions-là tous les jours. Oui. Cette décision, je vous dirais, elle s'est prise sur une durée de plusieurs mois, parce qu'on devinait déjà depuis un an et demi que le président Bush avait peut-être une chose semblable à l'esprit. Il le laissait entendre dans des conversations, il en parlait dans des sommets, et plus le temps passait, plus on devinait que son idée était faite. Les armes de destruction massive, selon moi, c'était une excuse plus ou moins secondaire. Il voulait se défaire de Saddam Hussein. Jean Chrétien avait expliqué à George W. Bush clairement, et ça n'avait pas étonné le président américain, que nous, au Canada, pour faire des interventions de ce genre, ça nous prend une résolution des Nations Unies. C'est-à-dire que la communauté internationale considère qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre avenue, et que donc, il faut, entre guillemets, déclencher une guerre. On y pensait. J'en discutais avec, demandais qui est-ce qu'on consulte. Lorsqu'on a senti que la chose se rapprochait, je vous avouerai qu'on avait des discussions chaque matin. À 8 heures, je réunissais les sous-ministres des Affaires étrangères, le chef d'état-major, le sous-ministre de la Défense, les sous-secrétaires du cabinet. On était une quinzaine au moins autour de la table. On regardait comment évoluaient les choses, quels étaient les propos qu'on entendait de Tony Blair, qu'on entendait de Jacques Chirac. Donc, il y avait cette consultation aux affaires étrangères où là, on préparait une décision qui, à notre avis, irait dans le sens où il n'y aurait pas de résolution des Nations Unies. Ce n'était pas vendable au Conseil de sécurité. Deuxièmement, il fallait qu'on évalue pour M. Chrétien, pour le gouvernement canadien, les conséquences. J'allais dire, c'est presque facile de dire non. Mais ça veut dire quoi le lendemain matin? Quelle sera la réaction, non seulement du président américain, mais de plusieurs de nos amis alliés?
Oui. Sachant d'avance qu'il n'y aurait pas unanimité chez nos amis. Il y en a qui seraient pour, il y en a qui seraient contre. Et donc, cette décision, elle a été, j'allais dire, mûrie avec des consultations de tous ordres. Et moi, je consultais évidemment les Sherpas du G8, les conseils diplomatiques des leaders qui sont des amis de Jean Chrétien. Jean Chrétien, pendant les 2 derniers mois, quand on essayait de trouver une solution au Conseil de sécurité, a fait je ne sais combien d'appels téléphoniques à travers le monde en disant, bon, où est-ce que tu es rendu, toi, dans ta réflexion? Est-ce que tu penses que le président américain veut vraiment y aller? Est-ce qu'on est certain que Tony Blair va l'appuyer à 1000%? Et donc, on consultait. Je vous dirais que c'est pas parce qu'on hésitait, mais on voulait voir si on serait seul ou bien si on aurait des amis, s'il y avait des gens qui pensaient un peu comme nous, à savoir que ça a été le point majeur dans les relations avec nos amis. On lit tous, à peu près, j'entends les alliés proches, là, on lit tous les mêmes documents préparés par nos services de renseignement. Oui. Donc, on a tous la même information. Et comme je l'expliquais souvent, ben, il y en a qui avaient des lunettes noires, puis d'autres des lunettes roses. Peut-être que c'est ce que j'avais, moi. J'avais beau lire ces documents-là, je ne voyais pas du tout qu'il y aurait éventuellement des armes de destruction massive que nous allions trouver. Oui. On discutait tous les jours aux Nations Unies avec les inspecteurs. Et plus le temps passait, plus on se disait, il n'y en a pas d'armes de destruction massive. Donc, l'argument, il ne passe pas. Alors que d'autres leaders disaient, M. Chrétien, ben voyons, t'as pas lu telle chose, hein? C'est évident qu'il y a des armes de destruction massive. Donc, on n'a pas tous les mêmes lunettes. Mm-hmm. Cette décision, donc, ça s'est fait, selon moi, sur une période d'au moins un an et demi. Mais, comme je l'explique parfois, quand les gens me disent « ça nous a surpris », je suis mal placé pour dire que ça ne m'a pas surpris, puisque je partageais la discussion, mais cette décision, selon moi, elle était dans la logique même de la personnalité du Canada. Ouais. S'il y a une résolution des Nations Unies, si la communauté internationale dit qu'il faut intervenir, on sera parmi les premiers à appuyer une décision des Nations Unies. Mais on a vu qu'on n'a jamais réussi à obtenir une résolution, puisqu'il y avait d'un côté les Britanniques, les Américains, qui, eux, refusaient toute résolution qui aurait pu suggérer qu'on patiente un peu, encore un autre 3 mois, un autre 6 mois, pour permettre aux inspecteurs, finalement, de les trouver, ces armes. Alors, quand on s'est fait dire qu'ils avaient assez cherché, donc moi, j'en suis venu à la conclusion que même ceux qui voulaient intervenir commençaient à croire que les inspecteurs ne trouveraient rien. Je vais vous poser une dernière question, parce que ça me permet d'avoir des comparatifs. Vous avez travaillé avec plusieurs premiers ministres. Pourriez-vous m'identifier une qualité de leader chez chacun de ces premiers ministres-là? Quelle était sa plus grande qualité? Capacité de convaincre. Oui. Mais dans le sens où on devine déjà la réceptivité des autres. Si vous avez à comparer, par exemple, M. Mulroney, M. Chrétien? Ni l'un ni l'autre aime ça quand je dis ça, mais ils se ressemblent beaucoup. Ah oui? Il y en a un qui est de Bécomo, l'autre de Shawinigan, les 2 grandes capitales du Canada. Oui. 2 bagarreurs. Oui. 2 enthousiastes. Des gens qui ont cette conviction de ce qu'ils sont là pour le bien des Canadiennes et des Canadiens et de ce qu'ils sont là aussi pour, ça va paraître peut-être un peu idéaliste et tout ça, mais je pense qu'on ne peut pas réussir à ce niveau-là sans ça. Il faut vouloir changer le monde, dans le bon sens. Il faut l'améliorer. Ça peut être simplement votre circonscription, ça peut être votre pays, ça peut être votre province, ça peut être le monde. Mais si on n'a pas ça, c'est un job où les récompenses sont plutôt rares. Vous êtes plutôt critiqué tous les jours par les médias, par l'opposition et tout. Donc, il faut avoir cette foi dans ce qu'on s'est fait élire. On a voulu être leader parce qu'on avait une vision.
Écoutez, M. Laverzure, je vous remercie beaucoup. On pourrait discuter pendant des heures. C'est extrêmement passionnant. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je suis convaincu que les étudiants vont apprécier énormément. Ça a été un très grand plaisir et j'espère que vos étudiants auront la chance que j'ai eue. J'espère. Merci beaucoup.